Julie Bélanger. Allô? Bienvenue à prochain numéro. Merci de l'invitation. Le balado du magazine 7 jours dans lequel on revisite ta carrière à travers nos archives. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entrer dans une salle d'attente et de tomber sur ton propre visage? Je pense que oui. C'est plus à l'épicerie. Tu sais, quand on le sait qu'on a fait un front, mettons, la une d'un magazine, puis là, t'attends à côté, c'est un peu gênant. Tu sais, t'attends pour payer tes tomates, puis c'est ta tomate qui est là. Fait que ça, c'est un peu spécial, oui. Ça doit arriver quand même assez souvent parce que tu fais ça depuis bon nombre d'années. Ça commence à faire une couple d'années, oui, effectivement. Justement, d'ailleurs, ta première archive dans le magazine 7 jours avec nous remonte à 2007. Aïe, aïe, aïe. C'était une toute petite entrevue intitulée « Le plaisir d'essence » où tu faisais la promo de Deux filles le matin, que tu co-animais depuis 2005 à l'époque. On va revenir sur Deux filles le matin un peu plus tard, mais avant, je t'inviterai à prendre le magazine numéro 1. Et je me rappelle de ça. Ah ouais? C'est la grosse époque de Star Academy. Oui, là. mon Dieu. OK, donc moi, c'était... mon Dieu, c'est tout petit! Oui, c'est ça. C'est tout petit. Si tu peux nous lire ta réponse, en fait, à la question, on t'avait demandé « Qu'est-ce que tu aimes le plus regarder? » C'est quoi cette question-là? Attends, j'ai aucune idée. Faut que je mette mes lunettes. C'est ça aussi d'être là depuis longtemps. Oui. Attends un peu. Qu'est-ce que j'aime regarder? La mer. Ah ben oui. Quand je suis sur la Côte-Nord, ça me manque beaucoup. Le simple fait de m'asseoir et de la contempler, ça me redonne de l'énergie. Puis regarder mon chum aussi, c'est toujours agréable. Ben ça n'a pas changé. Non. On se demandait, parce que c'est un sujet qui revient quand même assez souvent dans les archives, l'endroit d'où tu viens, donc la Côte-Nord. Puis je suis comme fatigante avec ça. Ben non, pas du tout. Mais pour travailler en télé, donc tu as dû quitter ton coin de pays quand même assez tôt, on s'imagine. Peux-tu nous raconter comment ça s'est déroulé, Est-ce que tu as eu de la difficulté à quitter ta région? C'est un déracinement. C'est vraiment un déracinement. C'est quitter un mode de vie pour arriver dans un endroit où tu connais pas les codes, où tu te sens vraiment comme une étrangère. C'est fou, hein? On est dans la même province, là, mais c'est deux univers tellement différents de venir d'une petite place puis d'arriver dans Grandville, à Montréal. Tu sais, par chez nous, sur la Côte-Nord, je dis souvent un exemple, mais il y avait un set de lumière. Donc, des feux de circulation, il y en avait un. OK. Et nous autres, on peut dire, hey, on s'attend aux lumières. Puis tout le monde sait c'est où, là, tu sais, il n'y a pas de problème. Donc, essaye pas ça à Montréal. Non, parce que tu vas chercher longtemps. Donc, ouais, fait que c'était vraiment un déracinement, mais j'avais des grands rêves de carrière, puis je savais que j'avais pas le choix de faire ces sacrifices-là, mais tu sais, plein de moments dans ma vie où je dois quitter la Côte-Nord, revenir en ville, ben je pleure à chaque fois. Puis même encore ces temps-ci, j'ai acheté un chalet là-bas, puis j'ai de la difficulté à revenir à chaque fois. Une fois que je suis revenue, ça va, là, je suis capable de vivre ma vie, là, mais il y a quelque chose là-bas de très, très fort qui m'appelle. Est-ce que justement, de quelle manière la Côte-Nord impacte ta vie? De quelle place ça occupe maintenant? Tu sais, parce que, comme tu dis, maintenant, ta vie montréalaise, ou en tout cas sur les rives, je sais pas, où tu habites exactement, de banlieue, mais plus près de Montréal, ta vie ici existe, mais quelle place occupe la Côte-Nord maintenant? Elle est encore très importante. Ouais. C'est encore un morceau. Tu sais, moi, quand j'ai besoin de me reposer puis que j'ai besoin que le tourbillon cesse, parce qu'il est grisant, le tourbillon ici, c'est le fun en ville, le beat est super le fun, mais quand j'ai besoin d'une pause, ben c'est la Côte-Nord. Tu sais, j'ai essayé plein d'autres places, là. J'ai vraiment voyagé beaucoup. J'ai essayé plein d'autres plages parce que moi, ça me prend toujours l'eau pour être vraiment en vacances. Mais quand je reviens chez nous, il n'y a pas d'endroit mieux que ça pour moi. Moi, c'est vraiment... c'est ma recharge de batterie ultime, là. Et c'est donc que l'appel du métier était assez fort pour que tu décides de faire le saut. C'était quoi ton premier projet hors Côte-Nord? Ou il y en avait peut-être un à la Côte-Nord? Il y en a eu un. Ouais. Ben, celui qui m'a donné le déclic, c'était sur la Côte-Nord. Okay. J'avais étudié, moi, 1 an à Rimouski, à l'université en enseignement primaire préscolaire. Et je savais très bien que j'avais pas rapport là, mais je savais pas quoi faire de ma vie. Tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas, tu te connais pas. Puis quand je suis revenue sur la Côte-Nord cet été-là, il y avait un emploi qui s'est ouvert pour l'été au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier. Fait que c'est une salle de spectacle. Puis ils cherchaient quelqu'un pour faire la publicité puis les communications. Puis j'avais aucune idée qu'est-ce que ça impliquait, mais j'ai comme eu un élan. Je me suis présentée, puis on dirait que je le savais que j'allais l'avoir, mais c'est bizarre, j'ai jamais touché à ça là, de ma vie. Puis j'avais dit à ma mère, il faut que je m'achète du beau linge parce que là, je vais en avoir besoin pour cet été. Puis comme de fait, j'ai eu l'emploi et à partir de ce moment-là, j'ai eu la piqûre. Puis ça a fait, OK, je viens de comprendre c'est quoi l'univers des communications. Je viens de comprendre quel sera mon chemin. Et à partir de là, j'ai tout annulé parce que je devais retourner à Rimouski la deuxième année. Tout annulé ça. Je me suis inscrite in extremis à l'Université Laval en communication. Puis j'ai été acceptée, puis je suis déménagée. Fait que c'est allé vite, vite, vite à partir du moment où j'ai touché à ça pour la première fois. C'est là que le déclic
Donc, c'est fait. Ouais. Donc, on l'a mentionné dans ces années-là. Donc, tu étais à la barre de Deux filles le matin. Oui. Peux-tu nous raconter comment ce projet-là s'est présenté à toi? Donc, tu sais, tu as fait quelques années comme chroniqueuse. Puis après ça, bon, l'animation. Comment c'est Oui, bien, il y a eu arrivé? Star System avant. Oui. Le premier projet, ça a été Star System avec Herbie Moreau. On faisait le tour des tapis rouges. Puis pour moi, ça, c'était le rêve ultime. Là. Moi, dans mes petites listes, là, que j'ai toujours fait des petites listes d'affaires que je voulais faire. Puis je me disais, hey, moi, là, faire les tapis rouges, c'est un peu comme Flash à l'époque, c'était le rêve ultime. Ouais. Quand je l'ai fait, j'ai fait, pas tant. Pas tant mon rêve ultime, finalement. Oui, l'envers de la médaille, des fois, n'est pas... C'est pas aussi glamorous non, que c'est ça. ça. Non, ça l'était pas du tout. Tu sais, puis je me rappelle d'une fois un tapis rouge à Sundance. On était dans les montagnes. C'était le festival du film de Sundance. Puis j'avais attendu comme 3 heures les pieds dans le slotch pour parler à Paris Hilton qui m'avait dit 2 mots. J'étais comme, vraiment, c'est ça ma vie? C'est pas le fun, ça. Et comme je me posais des questions sur la suite, il y a eu l'offre de Deux filles le matin. Les patrons m'ont approché. J'étais déjà chroniqueuse. J'allais faire des petites apparitions à Deux filles. Puis là, on m'a annoncé que France s'en allaient. Les deux quittaient. France Castel, France Baudouin. Exactement. Donc, ils m'ont proposé de prendre la co-animation. Puis j'ai dit oui. Ça a fait, OK, moi, je pense que ça me ressemble plus que ce que je faisais sur les tapis rouges. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, cette aventure-là. Un peu aussi de « je suis rendue là », le prochaine étape d'animer. Ben, c'était quand même quelque chose, là, parce que là, c'est une quotidienne. Puis j'avais jamais mené d'entrevue aussi longue que ça. Tu sais, moi, je faisais des topos qui duraient 3 minutes. Fait que tu poses plein de questions, tu gardes le meilleur, tu fais un montage. Mais là, c'était en live to tape. Donc, ça veut dire il n'y a pas de coupure. Ouais. On fait comme si on était en direct. Donc, tu vis avec tes gaffes, tu vis avec toute la préparation qui est nécessaire. Là, je suis un peu venue folle cette année-là. Pas juste un peu, je suis venue folle. Parce que je voulais bien faire. Ouais. Puis j'avais tout mon perfectionnisme qui était encore très, très bien installé, très première de classe. Puis là, comme j'avais jamais fait ça, ben moi, je me surpréparais, là. C'était vraiment un rythme d'enfer. Ouais. Mais en même temps, j'ai appris toutes les bases de mon métier grâce à Deux filles le matin. C'est là que j'ai fait mes premières entrevues. Puis c'est là que tu testes qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui te ressemble, qu'est-ce qui te ressemble pas. Fait que je pense que j'ai trouvé vraiment mon style d'animation là-bas. En le faisant en plus une à tous les jours. Quotidienne, c'est ça. Oui. À l'époque, tu formais un duo avec Mélanie Ménard. Ce duo-là a été créé à la suite d'auditions. Est-ce que tu te souviens de ta première impression d'elle? Je l'ai adorée. Oui. Oui, il y avait des auditions, puis il y avait d'autres gens aussi très connus qui ont fait les auditions, puis tout ça. Mais avec Mélanie, elle apportait une folie qui me faisait du bien parce que moi, j'étais pognée dans mon cadre rigide. Donc, elle me faisait rire, elle me faisait sortir des plans, puis ça faisait du bien. Sur le long terme, ça a été moins évident. J'imagine qu'on va y arriver. mais sur le coup, on a eu vraiment un coup de foudre amical. Elle et moi, on s'est trippé dessus. Puis c'est plus tard, malheureusement, que là, les choses ont changé. C'était bien de deux opposés, mais des fois, deux opposés, il y a une raison. C'est ça. Donc, en 2008, tu as quitté Deux filles le matin. Tu venais de nous donner de tes nouvelles pendant ta pause dans le magazine numéro 2. Si tu peux nous le prendre et nous lire ce que tu avais à nous dire. 2008, Burnout, là. Ben, c'est ça. C'était pas... C'était pas glorieux. J'ai pas dû dire que j'étais en burn-out, mais c'était bien ça. Je faisais mon album. C'est dans les mêmes années, oui. Ben oui. Ça, une chance qu'il y avait l'album. OK, lire ici. Attends un peu. Je vais te lire ça. Ça commence par « Je me demandais ». Oui, je me demandais si j'allais revenir ou non à Deux filles le matin. Oh, que oui, je me suis posé des questions. Je craignais de faire du surplace. J'avais le sentiment d'être allée au bout de ce que je voulais faire. Je suis très instinctive. Tout est devenu clair à la fin de l'année. Mais au temps du renouvellement, il fallait que je fasse autre chose. Je le sentais intérieurement et j'ai choisi de m'écouter. Je voulais rester intègre. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je fais maintenant de la radio. Ben écoute, tu vois, le mot, tu l'as dit, c'est ce qu'on voulait te demander. Donc, ce que les gens ne savaient pas à ce moment-là, c'est que tu faisais un burn-out, entre autres à cause, c'est ça, ces attentes-là que tu te mettais à toi-même, ton tempérament perfectionniste, mais aussi la relation un peu difficile avec ta co-animatrice à l'époque, Mélanie Ménard. Je te dirais. Oui. Tu en as parlé, dans ta série documentaire Imparfaite, série de laquelle on va parler plus tard. Pourquoi tu l'avais pas dit à ce moment-là que c'était un burn-out? J'étais pas capable, j'étais trop fragile. Ouais. Ça, là, je pense que je sortais, c'était le même été, d'une thérapie intensive d'une semaine que j'ai faite dans un monastère avec Louise Sigouin, avant que Louise Sigouin fasse la télé. Tu connaissais Louise avant. C'est là que j'ai connu Louise, moi, qui m'a sauvé la vie. Donc, j'étais extrêmement fragile. J'étais, tu sais, quand tu fais un burn-out, t'en as pour des mois à te réparer, puis à reprendre confiance en toi aussi, parce que
je l'avais plus. Là, je pensais que tout ce que je faisais, c'était pas bon. Puis, tu sais, ça avait vraiment miné toute ma confiance, mon estime de moi. Donc, j'étais en plein début de reconstruction, donc je n'étais pas capable de le dire. Puis, on m'avait dit aussi, on m'avait clairement fait savoir, quand je suis partie de Deux filles, que ça serait bien qu'on n'en parle pas pour garder la magie. Bien, c'est pas quelque chose qu'on crie sur tous les toits. Je fais un burn-out. Là, non, puis aussi la relation avec Mélanie, c'était ça qu'on m'avait dit comme de terre. Ah ouais. Fait que j'ai été bonne joueuse. Je l'ai tue pendant 14 ans. Puis à un moment donné, ben là, c'est correct, on passe à autre chose. Mais ouais, c'était une période extrêmement souffrante, en fait. J'allais pas bien. J'allais vraiment pas bien, ouais. Puis, tu as souvent dit que c'était, en raison de vos personnalités différentes. Est-ce qu'il y a eu un moment en particulier où c'était juste une accumulation? Une accumulation sur plusieurs années de juste 2 points de vue complètement différents tout le temps. Fait qu'à un moment donné, ça devient difficile. Épuise. Oui, ça épuise. Puis moi, je suis quelqu'un qui... Moi, j'aime ça, l'harmonie. Moi, j'aime vraiment ça, travailler dans l'harmonie, puis que les gens autour de moi, ben je chante pas qu'ils m'haïssent, là, tu sais, que je chante qu'ils m'aiment. La base. On a du fun. Tu sais, moi, c'est ça mon minding. Oui. Mais avec elle, ça passait jamais. J'essayais fort, tu sais. J'essayais vraiment qu'elle m'aime. J'y ai dit ça, d'ailleurs, puis c'était ça. Puis ça marchait pas. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait vraiment pas dans cette relation-là. Fait que c'est parfait parce que fallait que je casse. Tu sais, avec le recul, j'ai été capable de lui dire merci parce que Seigneur, je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui. Je ne sais même pas si je ferais encore le métier. C'était trop souffrant. À ce point-là. C'était difficile. Fait que voilà. Fait qu'à un moment donné, c'était juste une accumulation de je n'en peux plus, je suis en mille miettes, je dois me reconstruire. Ça a été ça. Puis tu l'as dit, ça a pris 14 ans avant que vous abordiez le sujet. Pourquoi est-ce que tu as décidé à ce moment-là d'en parler? Est-ce que c'était grâce à la série documentaire? Oui. C'est vraiment quand le projet de la série documentaire est arrivé. Là, moi, je me disais, je vais être complètement intègre dans cette série-là. Il n'y a pas de bullshit, on est dans le vrai, puis on y va à fond. Et là, je me disais, je veux parler de pardon. Bien, si je parle de pardon, la seule personne avec qui je peux faire ça, c'est Mélanie. Puis elle a eu quand même vraiment la générosité de dire oui, parce qu'elle aurait pu dire, hey, ça va être beau. Ça fait 14 ans qu'on ne s'est pas vu. Puis c'est ta série spanienne. Exactement. Mais elle a eu cette générosité-là. Je sais qu'après, quand le tournage approchait, je sais qu'elle a eu la chienne. Elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait. Mais tu sais, c'était rempli d'amour. C'était vraiment juste de prendre le temps. Quand est-ce qu'on fait ça dans la vie? Prendre le temps de s'asseoir et de dire, hey, toi puis moi, ça n'a pas marché. Pourquoi? T'étais où dans ce temps-là, toi, puis dans ta vie? Puis on voulait que ça marche. Oui, les deux voulaient, je pense, honnêtement, que ça fonctionne, mais on n'y arrivait pas. Donc, de comprendre le point de vue de l'autre, je trouvais que c'était un cadeau. Je trouve que c'est un cadeau qu'on s'est offert. Puis, tu sais, c'était ma fête récemment. Elle m'a écrit pour me souhaiter bonne fête. Puis, je lui ai écrit pour lui souhaiter bonne fête. Puis, tu sais, ça a laissé un beau rapport. Quand on se voit maintenant, il n'y a plus d'animosité. Il y a plus de colère. Non, c'est ça. Puis, il n'y a plus d'anxiété. Moi, je faisais vraiment beaucoup d'anxiété. Quand je la voyais à la télé, je faisais de l'anxiété, imagine. Là, je suis juste, hey, je me sens en pleine possession de mes moyens. Fait que je pense que ça a pris autant de temps parce que j'étais juste pas prête. Pas rendue là. J'étais pas rendue là et le projet Imparfait a été la clé pour dénouer ça. Puis tu sais, je me rappelle encore du moment où j'ai décidé, parce que j'étais productrice au contenu. Oui, en plus. J'aurais pu dire, hey, on va faire ça, on va faire une autre thématique. Mais j'étais comme, non, j'y tiens à faire ça. On n'est pas les seuls à avoir un conflit. Il y en a plein de gens qui ont des conflits. Mais quand j'ai pogné le téléphone, parce que là, j'ai comme réalisé, ah oui, c'est moi qu'il faut qu'il l'appelle. Oui, OK. C'est une bonne idée sur papier, mais il faut la mettre en marche après ça. Et puis là, j'avais texté pour savoir si elle me donnait la permission que je l'appelle, pour pas sortir de même comme un lapin du chapeau après 14 ans. Puis tout de suite, elle m'avait dit, hey, appelle-moi. Puis on s'est mis à rire. Dès qu'elle a décroché, je ne sais plus quelle niaiserie elle me dit, puis on s'est mis tout de suite à rire. Puis ça a fait, ah wow, c'est fini. Il n'y en a plus de chicane, là. C'est terminé, là. Quels échos tu as eu après, non seulement de la part des auditeurs, du public, téléspectateurs, à vrai dire, le public, de non seulement, comment dire, pas juste ta relation avec Mélanie, mais le fait d'aborder aussi le fait d'avoir une chicane, puis tout ça, tu sais, est-ce que tu as eu des échos de la part de... Énormément. Ouais. Énormément. Plein de gens qui m'ont dit, d'un, que ça les avait fait pleurer parce qu'ils se sont vus, puis c'était ça le but d'Imparfait. C'était pas juste de dire, hey, regardez toutes mes bébites, c'est pas ça. C'est de faire, OK, moi, je vais partir de moi parce que je suis pas une psychologue, je vais partir de ma vie, mais après ça, le but, c'est que tu te regardes aussi, que ce soit un miroir sur ta vie. Puis ça a été ça beaucoup. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'avaient dit qu'ils avaient eu envie de renouer avec des gens de leur passé. Il y a des gens qui ont écrit des lettres. Il y a des gens qui se sont inscrits au Cercle du Pardon que j'avais fait. J'avais participé à ça. Donc, je pense que ça a ouvert quelque chose. Puis, c'était ça le but de cette série-là. C'était de parler de thérapie. C'était de parler du fait qu'à un moment donné, il faut qu'on devienne des grands. Il faut qu'on devienne des adultes et qu'on devienne responsables. Tu sais,
bien beau dire c'est de la faute à l'autre, mon bobo, mais à un moment donné, qu'est-ce que t'en fais? Oui. Fait que c'était ça le but de cette série-là. Puis j'ai été vraiment ravie des échos. Puis on me parlait aussi beaucoup de la vérité de cette série-là. Puis ça, c'est important pour moi. Tu sais, comme quand Mélanie arrive là, pour la première fois, je ne l'ai pas vue avant. C'est pas stagé. C'est pas stagé. Elle est vraiment cachée par mon équipe. Je suis stressée. J'ai un torticolis qui a pogné cette journée-là. Je me dis, hey, mon corps... Ton corps le savait. Oui, oui. mon corps se rappelait puis avait peur à la limite. Puis finalement, ça s'est super bien passé, tu sais. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure d'Imparfaite, mais pour l'instant, on se projette en 2010 maintenant. 2010. L'archive, on ne l'a pas malheureusement en papier. D'accord. Ce magazine-là nous a filé entre les mains. Je te lirai la citation qu'on avait notée. Mais donc, à ce moment-là, tu étais à la radio, tu étais à Rythme. Oui. Et à la télé également, tu animais Les Chefs. Ah oui! Et tu lançais ton premier album. Oui, grosse année. Grosse année, 2010 quand même, dans ton CV. Tu étais venu nous accorder une entrevue à ce sujet, l'album. Bien, tous tes projets, mais l'album en particulier. Tu nous avais confié que toute petite, ta voix avait changé à la suite d'une opération aux amygdales et que ça t'avait découragé de suivre ce rêve. Donc, je vais te lire ce que tu nous avais dit. Je n'aimais plus ma voix et j'avais perdu toute confiance en moi. Mon père, étant musicien, m'avait fait rencontrer un de ses amis qui s'y connaissait en chant et qui lui avait dit que ma voix n'était pas très juste. Oui. Ça confirmait que je n'avais pas le talent nécessaire pour poursuivre mon rêve. Du moins, c'est l'interprétation que j'en avais fait. C'est un ancien copain à moi qui, un jour, m'a tout simplement dit que ma voix était unique et que j'avais le droit d'en faire ce que j'en voulais. À partir de ce moment-là, tout a changé. Exact. Fait quand même, ça t'a pris du temps pour... Ah, je suis lente, moi. De toute évidence. Mais ça t'a pris du temps quand même pour faire le saut. C'est quoi qui t'a donné ce copain-là, donc qui t'a dit, qui t'a donné un peu confiance en toi, qui m'a donné confiance. Quand même faire un album, c'est... Oui, il y a un pas quand même. Mais j'ai commencé, je me suis rendu compte que moi, j'ai toujours entendu des mélodies dans ma tête. Puis moi, je pensais que tout le monde avait ça, inventait des mélodies. Moi, dans le trafic, je m'invente des tunes. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à les enregistrer sur un dictaphone. Juste des idées de mélodies, tu sais, pas trop de paroles. C'était vraiment juste la mélodie. Puis encore, ce copain-là de l'époque, Stéphane, j'y ai fait entendre. Puis t'es comme, crime, me semble, il y a quelque chose là. Fait qu'il m'a comme vraiment donné le gaz nécessaire pour aller un petit peu plus loin là-dedans. Et j'étais exactement dans la période là où ça allait pas. Puis on dirait que j'avais besoin de prendre ma place puis retrouver ma voix. C'était vraiment... Il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Métaphorique et vrai. Il y a vraiment quelque chose de symbolique. C'était retrouver ma voix. Puis je me suis donné le droit. Puis c'est moi qui ai décidé, OK, tu sais quoi, je vais aller voir des réalisateurs puis je vais voir avec qui ça clique. Puis ça a été David Laflèche. Puis j'ai vraiment demandé combien ça coûte faire une toune. J'ai aucune idée de cet univers-là. Puis j'ai dit, je vais t'en prendre 3. Tu sais, j'ai commandé ça comme des hamburgers, là. On va faire 3 tounes. Fait que ça va me coûter ça va être mon hobby. Moi, j'ai pas de hobby, ça va être ça, mon passe-temps. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc, ça a été, très lent, c'est avant que je me fasse confiance. Puis même le projet de l'album en tant que tel, quand je suis venue pour le moment de le présenter, j'étais terrorisée parce que, encore là, j'étais en pleine reconstruction, pas trop confiante. J'étais en train de faire quelque chose que je le sais que je vais être jugée parce que je suis connue comme animatrice, je suis pas une chanteuse. Bon. Mais je me disais, encore là, c'est plus fort que moi. Moi, dans ma vie, je veux avoir réalisé ce rêve-là, puis je l'ai fait. Puis à ce jour, cet album existe. Puis je peux me dire, tu sais quoi, je suis allée au bout de ce projet-là. Merci, check, on passe à autre chose. Tu parlais que tu étais une fille de liste. Tantôt, c'était sur ta liste. Ben oui, depuis longtemps que je rêvais de ça. Puis comme je te dis, j'avais tellement d'idées de mélodies qu'à un moment donné, j'ai réalisé, OK, c'est pas tout le monde qui entend ça. Puis, Colin, faisons quelque chose avec ça. Je vais pousser ça plus loin. On va voir si on est capable d'en faire des vraies chansons. Puis ça a donné un album. Et donc, ton père musicien, mais ton frère aussi musicien, qu'on a vu qu'à quelques reprises, ça finit bien la semaine. Donc, c'est de famille, visiblement. Oui, c'est dans nos gènes. Oui. Moi, j'ai grandi avec un père qui joue de la guitare dans le sous-sol à tous les jours. Encore aujourd'hui, il a 80 ans. Il joue de la guitare à tous les jours. C'est son passe-temps. Donc, moi, il y a toujours eu de la musique chez nous. Puis quand c'était pas mon père, c'était ma mère qui écoutait la radio puis qui chantonnait. Puis mon frère qui joue de la batterie. Fait que, tu sais, nous autres, chez nous, là, un souper, pas de musique, ça se peut pas. Il y a tout le temps de la musique au souper, puis du vin, puis de la bonne bouffe. Un bon trio, quand même. Tu as participé à Chanteur masqué. Oui. Bon, évidemment, c'est pas un album, c'est pas la même chose, mais il y a du chant quand même d'impliqué. Est-ce que ça a ravivé une petite flamme
Ouais. Ah, ça m'a fait du bien. Ouais. C'était juste du gros plaisir. Puis, tu sais, j'étais en sécurité parce que les prestations sont enregistrées d'avance. Oui. Ensuite, tu apprends ta petite chorégraphie. Hey, moi, ça, j'avais du plaisir, comme quand j'étais petite puis que je dansais du ballet jazz. Donc, je faisais mes petites chorégraphies dans le salon puis je savais que j'allais bien chanter sur scène. C'était enregistré d'avance. Fait que j'ai eu énormément de fun à faire ça, là. C'était comme si je réalisais mon fantasme de chanteuse, mais avec une grosse tête de betterave. On peut pas tout avoir, hein? On peut pas tout avoir. Les fêtes. Mais donc, ça t'a ramené en studio. Oui. Est-ce que ce rêve-là est vraiment, c'est fait, tu t'as dit c'est coché ou est-ce que ça peut revenir? Ça peut revenir dans le sens, tu sais, je pense pas de me dire, hey, je vais me lancer une encore carrière, Non, là, non, pas du tout. Puis pas un album non plus. Non. Mais la scène, il y a quelque chose d'inassouvi avec la scène. OK. Et chanter me fait vraiment beaucoup de bien. Fait que je me trouve un peu niaiseuse de ne pas le faire plus souvent. Parce que pour moi, ça me fait du bien. Donc, sais-tu de reprendre des cours de chant pour le fun? Sais-tu de demander d'enregistrer une toune puis la sortir pour le fun? Recommander juste un burger. Me recommander un burger. Ça se pourrait que, à un moment donné, ça arrive juste pour mon plaisir, avec aucune attente. OK. Bon, on garde À l'œil ouvert, les oreilles ouvertes, en fait. 2014, maintenant, le magazine t'avait fait une belle entrevue pour signer tes 40 ans. Ah oui! Tu faisais alors le bilan de ta trentaine et de ce qui t'attendait au niveau professionnel et personnel à la quarantaine. Donc, je t'inviterai à prendre le magazine numéro 4. C'est drôle. Mes 40 ans. Quand même. Ah, mon Dieu, ben oui, c'est une belle entrevue. Oui, bien, il y a sûrement aussi plein de photos. Là. Oui, c'est ça que tu peux... on parle souvent des citations, mais si tu veux le feuilleter aussi, tu as absolument... Ben oui, c'est beau. Je vois les photos avec mon chum. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, tu veux une citation, oui, hein? Ben, en fait, on t'avait posé la question, et qu'en est-il de la maternité? Ah, boy. Ouais. OK, qu'en est-il? Oui, pour ce qui est d'avoir des enfants, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. J'en suis à une étape où je me dis qu'il est possible que Ken et moi n'ayons pas d'enfants. Dans ce cas, il me faudra trouver un moyen de rendre ma vie merveilleuse et significative pour moi et pour les gens que j'aime. Mais c'est pas évident. La plupart des femmes qui m'entourent ont des enfants et leur vie tourne autour de ceux-ci. Donc, tu l'as abordé d'ailleurs dans ta série documentaire, par exemple, et à quelques autres reprises dans d'autres entrevues qu'on a fait avec toi par la suite. Le deuil de la maternité vient par vague, mais que tu es aujourd'hui en paix avec ça. Puis on voulait te demander, pour reprendre tes propres mots, donc 10 ans plus tard, qu'est-ce qui rend ta vie merveilleuse et significative? Bien, ça passe beaucoup par les enfants de mon frère. Je suis chanceuse parce que j'ai des enfants dans ma vie que je n'ai pas portés, mais c'est comme si c'était les miens à quelque part. Emma, j'en ai parlé souvent, ma filleule qui a 12 ans maintenant, qui est comme une mini-moi. C'est un peu étrange. Tu sais, quand t'as pas eu d'enfant, t'as pas vu ça, t'as pas vu tes gènes dans quelqu'un d'autre. Ouais. Mais là, je les vois, puis c'est comme, ben voyons qu'elle a les mêmes goûts que moi. Elle danse, elle chante, elle prend des petits cours. Tu sais, elle est très, très... Je veux dire, j'y parle, puis on dirait que je parle à ma meilleure amie. Il faut que je me rappelle, voyons, elle a 12 ans, il faut se calmer. Mais c'est beau, c'est un beau lien. C'est vraiment un très beau lien. Fait que je suis ma tante cool avec Emma. Et Félix, ben là, mon frère a eu un petit bébé, là, il y a 2 ans maintenant. Puis lui, c'est un petit gars, là, qui a commencé à jouer du drum il y a 2 ans, t'imagines? Fait que, il y a du gaz. Il y a du gaz, mais il est adorable. Fait que mon besoin de donner de l'amour maternel passe beaucoup par eux, puis passe beaucoup par mes chiens. Tu sais, coudonc, j'en ai pas d'enfants, puis c'est pas parce que j'en ai pas voulu, ça a pas fonctionné. Fait qu'on s'est dit, ben moi, j'aime les animaux, on va avoir des chiens. Fait que j'ai 2 bébés chiens, puis c'est comme si c'était mes enfants, tu sais, dans le sens que je leur donne énormément d'amour. Fait que ça vient combler quelque chose aussi que je pouvais pas avant au quotidien. Puis il y a quand même on a fait, parce qu'on savait, c'est ça, que tu avais donc une nièce et un neveu. Ouais. On trouvait ça quand même, ben cocasse, c'est un bien grand mot, là, mais il y a un écart d'âge entre eux qui est le même que toi et ton frère, Dieu, ou à bien peu fait près. Tes recherches. Exactement. C'est Simone. Bravo, Simone. C'est la même affaire. C'est vraiment troublant. Puis Emma, très première de classe, bonne petite fille. Est-ce que t'es l'aînée? Oui, OK. Ben oui, c'est la même affaire. C'est le même rapport. Puis je la vois prendre soin de son petit frère, puis je me revois quand je prenais soin de mon frère, tu sais. Puis, non, c'est troublant. L'histoire se répète vraiment. J'espère juste qu'elle n'aura pas passé par les mêmes étapes que moi. Fait que j'essaie de l'aider déjà, là, tu sais, à prendre confiance en elle, puis à mettre son pied à terre. Mais bon, c'est son chemin à elle après ça. Mais oui, c'est des grandes similitudes quand même. C'est quand même assez cocasse. C'est beau à voir, oui. Ouais. Donc, c'est moins tabou que ce l'était, la non-maternité,
maintenant en 2025. Et c'est d'ailleurs grâce à des gens comme toi, justement, qui en parlent dans des entrevues, dans des émissions et tout ça. Tu as dû recevoir beaucoup de messages quand même après l'avoir adressé. Il y avait ton blog à l'époque aussi, puis dans l'épisode d'Imparfait. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de... Seigneur, ça a été une grosse vague, ça, oui. Puis je me rappelle, c'était un billet de blog à l'époque qui a commencé ça, parce que j'étais tannée qu'on me demande, c'est pour quand les beaux bébés? Puis là, j'étais comme, tu le sais pas, mais ça fait des mois que je braille. Fait que j'étais comme vraiment tannée, puis je me rendais compte de cette espèce de pression-là qu'on met sur les femmes à partir de 30 ans. Puis j'étais comme, on peut-tu juste vivre notre vie, puis ça vous regarde pas, ce côté-là. Fait que j'ai décidé, à un moment donné, tout bonnement, d'écrire un billet qui venait vraiment du cœur, mais juste pour mettre les pendules à l'heure, puis qu'on arrête de me poser cette question-là, qu'on arrête de me mettre une pression, en fait. Et je me rappelle, je l'ai publié, puis je suis partie, je suis allée faire autre chose, tu sais. Et quand je suis revenue, ma chum Ingrid Falaise m'avait appelée en disant, « Ça va-tu? » Ben oui, ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Elle dit, mais t'as-tu vu les échos de ton billet? Puis non, pas encore. Fait que là, j'ai commencé à regarder. Je pense que j'ai reçu, c'était quelque chose comme 300 000 vues et des messages de gens que ça touchait, des gens qui se reconnaissaient, qui se disaient, bon, ben OK, peut-être, moi non plus, je suis pas capable d'avoir des enfants. Peut-être que je peux avoir quand même une belle vie. T'as raison, tu sais. Fait encore récemment, c'est drôle, encore récemment, il y a une fille qui m'a écrit pour me dire que à partir de ce moment-là, elle avait arrêté de se mettre de la pression pour avoir des enfants, puis que maintenant, elle aussi, elle avait des enfants dans sa vie, mais autrement. Puis, bref, oui, je m'attendais pas à toucher. Je pensais pas que c'était un tabou, en fait. Tout bonnement, là, tu sais, je voulais juste, moi, mettre les pendules à l'heure, puis dire, voici qui je suis, voici ma vie. Oui. Mais j'ai touché à quelque chose, de toute évidence. Puis, tant mieux si c'est de moins en moins tabou, qu'on nous laisse tranquilles. Oui. Sérieux, il y a tellement de pression sur les femmes à tous les niveaux et à toutes les étapes de notre vie. On peut-tu se donner un break? Enlever au moins celle-là. Oui, au moins ça. Pour commencer. 2016, maintenant, tu as fait ta première couverture de magazine, Julie. Vrai? Ah oui, 2016. Donc, oui, quelques années plus tard, après ta première mention dans l'entrevue. Donc, 2016, maintenant, c'était ta première couverture. Tu nous parlais, entre autres, de l'intimidation dont tu avais été victime à l'école. Mais aussi de tes amitiés plus difficiles avec les femmes. Oui. Donc, on t'inviterait à prendre le magazine numéro 5, s'il te plaît. Ah, je me rappelle de ça. Je pensais pas que c'était mon premier. Oui, premier cover. Mais 10 ans d'amour avec Cam. Oui. Ah, mon Dieu, il y a de la photo en masse aussi. Ah, c'est beau, par exemple. C'est un bel article. Mais là, c'est ça, tu le feuillettes, l'autre aussi, tu le feuilletais. Est-ce que tu l'avais déjà vu? Est-ce que vous Je l'avais déjà vu à l'époque. Des fois? C'est sûr, tu sais, quand tu fais un premier, ben oui, c'est bien beau, je m'en rappelais pas, mais quand tu fais un premier front, ben il y a une fierté, là, puis tu sais bien que ma mère l'a acheté, puis mon frère l'a acheté, puis Emma l'a vu, puis tu sais, tout ça, là. Ah oui, avant, lorsqu'une fille ne m'aimait pas, je m'éteignais pour ne pas déranger. Maintenant, j'allume ma lumière au max et je lui souhaite intérieurement de travailler sur elle comme je l'ai fait sur moi. On trouvait ça, quand même, le mot « s'éteindre ». Donc, pourquoi tu penses que c'était ton réflexe de t'éteindre? Moi, je voulais pas déranger dans la vie. C'était vraiment ça, un grand problème. Ça a été un peu comme ça, tu sais, avec Mélanie aussi. J'ai l'impression que je me suis éteinte beaucoup. Mais tout ça remonte au secondaire, excuse-moi. Tout ça remonte au secondaire, c'est sûr, parce que je me rendais compte juste par ma présence qu'il y avait du monde qui me détestait. Puis j'étais comme, voyons, j'ai rien fait. Fait que comment essayer qu'ils me remarquent pas? Fait que je me mettais, tu sais, des grands chandails. Je suis devenue extrêmement gênée, très intériorisée. Je déplaçais pas d'air, là, tu sais. Mais j'avais des bonnes notes à l'école, puis les petits gars me remarquaient. Fait qu'il y avait des filles qui m'aimaient pas. Fait que ça fait partie du quotidien de bien des gens, malheureusement. Mais oui, je pense que j'avais le réflexe de vouloir baisser ma lumière, pas trop prendre de place, qu'on me remarque le moins possible. C'était ça mon premier réflexe. Et plus particulièrement avec les femmes? Oui. Oui, avec les gars, ça a toujours été simple. Sérieusement, je suis one of the boys dans le sens que je suis très... Puis, surtout avec les années, là, on dirait que je redécouvre qui je suis exactement. Là, tu sais, quand tu vieillis, à un moment donné, tu te libères de couches qui t'appartiennent pas. J'ai toujours été très franche, moi, puis... très, comment je te dirais, moi, c'est simple. Tu me poses une question, je te réponds. Il n'y a pas de game, il n'y a pas de stratégie, il y a pas... Puis avec les gars, souvent, j'avais ce rapport-là très facile. Avec les filles, je faisais plus attention parce que là, je voulais donc qu'elles m'aiment. Fait que je marchais sur des œufs. Puis là, peut-être que je me mettais des couches qui m'appartenaient pas par désir de plaire, tu sais. Mais ça, je le fais plus maintenant. Non. Maintenant, je me rends compte, je vois tes vraies couleurs, tu m'aimes pas. Hey, c'est pas grave. Peut-être que je t'aime pas moi non plus. Puis c'est bien correct. On peut pas aimer tout le monde. Et on lui souhaite qu'elle travaille intérieurement sur elle comme tu l'as fait sur toi. Oui, mais moi, j'entends le sous-texte. C'est ça qui me fait rire parce que... On sentait un peu Oui. Passif-agressif. Oui, exactement. C'est bien correct. Ça nous arrive à tous.
2013 maintenant, tu animes Ça file bien la semaine, depuis 2013 en fait. Oui. Donc, comment ce projet-là s'est présenté à toi? Écoute, j'ai quitté les chefs et il y a eu... Puis là, je savais que je voulais travailler sur autre chose, puis tout ça, puis l'offre de Ça finit bien la semaine est arrivée là. On m'avait d'abord invité à aller co-animer avec Isabelle Racicot, qui le faisait à l'époque. Oui. Puis elle changeait de co-animateur aux 2 semaines, puis j'avais fait un 2 semaines avec elle, puis j'avais vraiment aimé ça. Puis ensuite, l'un des grands patrons me dit, hey, ça te tenterait-tu de le faire? Et moi, je pensais que ça allait être avec Isabelle. Puis j'avais dit oui. Puis là, après, on m'a appris, non, Isabelle sera plus là. OK. Avec qui d'abord? Et là, on m'a parlé de José Godet. Puis José, j'avais peur parce que José, c'était une grande gueule dans tous les sens, dans tous les sens du mot. Puis c'est quelqu'un qui déplace de l'air. Puis là, moi, j'étais comme, est-ce que ça va cliquer, nous deux? Est-ce qu'il va prendre tout le plancher, puis je vais être comme juste la potiche? Tu sais, je voulais pas ça. Mm-hmm. Puis finalement, on s'est rencontrés, première rencontre, coup de foudre amical, puis on a vu que ça pouvait fonctionner. Puis José a eu une belle phrase à un moment donné. Il dit, c'est comme, j'ai réalisé que tes bébites me font pas mal et vice-versa. Tu sais, parce que tout le monde, on a des bobos, on a des bébites, puis tu sais, on essaie de travailler là-dessus. Des fois, il y a des gens qui ont le don de venir peser dessus. Ouais. Mais nous, on se pesait pas dessus. Tu sais, nous autres, c'était comme si nos bébites cohabitaient bien ensemble. Puis on a vraiment rapidement trouvé un air d'aller puis une chimie qui s'est installée. Là, ça a été un beau cadeau, ça, pendant 9 ans. Oh mon Dieu, on le découvre comme étant profond. Oui, il est très spirituel, étonnamment. Ouais. Moi, c'est ce côté-là que j'ai adoré de José. Il est très spirituel, très émotif puis très sensible. Puis c'est ça qui fait que ça a connecté. Bien, écoute, ce que tu viens de nous dire, tu nous as en bon français spoilé. Mais c'est bien parce que tu as les mêmes propos qu'à l'époque. Fait que ça me prouve que... Je dis la vérité. Ça me prouve que je compte pas de mentir. Exact. 2019, tu nous avais accordé une entrevue pour signer le 200e épisode. On t'avait demandé quelle avait été ta réaction lorsque tu avais appris que c'était José, ton nouveau collaborateur, co-animateur à ce moment-là. Si tu peux nous lire quand même. C'est ça, je dis la même chose. Oui, c'est ça, dans les mêmes eaux. Aïe, la 200e. J'étais pas trop sûre sur le coup, mais voilà. Simplement parce que comme je le connaissais pas beaucoup, je me demandais si ça allait bien marcher nous deux. Finalement, une seule rencontre a suffi pour que je découvre un gars intelligent avec une grande sensibilité, beaucoup d'empathie. Tu vois? Finalement. C'est vraiment ça. Ça a été la clé. Donc, c'est ça, tu l'as dit un peu, tu avais peur qu'il arrive, en gros guillemets, avec ses grands sabots, puis que tu sois un peu mise sur le côté. Finalement, ça n'a pas été ça du tout. Quel souvenir tu retiens de ces années-là avec José? Des fous rires incontrôlables, autant en meeting que sur le plateau. Quelqu'un qui m'a appris aussi à plonger, à sortir enfin de mes maudits cartons, puis de ma préparation de perfectionniste, puis juste de me fier à mes feelings. Parce que je me suis rendu compte avec le temps, je suis quelqu'un d'émotif, je suis quelqu'un de très intuitif, mais j'écoutais pas ça en entrevue. On dirait que je donnais la place à ma tête, tout mon côté rationnel, mais moi, dans ma vie, mon fonctionnement, il marche au cœur. Fait que c'est comme s'il m'a remis à la bonne place, puis il m'a montré que, ben oui, si tu y vas au cœur, là, tu peux pas te tromper, là, tu sais, puis si c'est pas bon, de toute façon, on va le couper au montage, puis c'est pas grave. Fait qu'il m'a vraiment donné confiance en mes moyens, José. Puis ça a été, tu sais, encore, c'est drôle parce que juste avant d'arriver ici, il m'a appelé. Ton bodé. Mon bodé, c'est vraiment mon bodé. C'est lui qui avait commencé ça, cette affaire-là, bodé. Puis ouais, c'est resté quelqu'un d'important dans ma vie. Puis je pense vraiment que ça va être un ami jusqu'à la fin de mes jours. Vraiment l'impression. C'est comme Suzanne Lapointe puis Jules Latulippe. On nous a souvent comparé à ça, puis l'image n'est pas folle. 2.0. Exactement. 2019, c'est aussi l'année où tu as commencé à animer avec Marie-Ève Janvier à la radio. Elle nous a raconté qu'on l'a reçue, ça a été une de nos invitées au balado. Quand on l'a reçue, elle nous a dit qu'elle t'avait appelé personnellement pour te parler de ce projet-là à la radio. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as vécu, toi, de ton côté? Oui. Marie-Ève, je la voyais aller, là, ça faisait déjà une couple d'années qu'elle était à rythme. Je la trouvais extrêmement talentueuse. Elle a vraiment beaucoup de talent. On dirait qu'elle est arrivée, boum, ça marchait. Elle a été capable d'animer. Elle a vraiment du talent. Puis un soir, je pense, c'est un genre vendredi soir, bien tranquille sur mon sofa, devant un feu de foyer. Et je reçois un texto de sa part qui me dit « Hey, j'aurais quelque chose à te demander. Je peux-tu t'appeler? » Je suis comme, mais voyons, on se connaît. J'allais te demander où est-ce que vous connaissiez un peu. Bien, on se croisait dans la station, mais jamais qu'on avait échangé rien. Là, on ne s'était pas parlé avant au téléphone. Fait que je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut? Fait qu'elle m'appelle. Puis elle me dit ça, qu'elle aimerait donc ça, qu'on anime ensemble. Puis là, je suis flattée, vraiment flattée parce que je la trouve bonne. Puis là, je commence à me dire, hey, je
pense effectivement que ça marcherait, nous deux. Je pense qu'il y a quelque chose là. Puis c'est arrivé au bon moment parce que à ce moment-là, je pensais quitter Rythme. Là, ça faisait 11 ans que j'étais là. Puis j'étais vraiment en période de... Tu sais, je trouvais que là, j'avais fait le tour de ce qu'on me donnait comme mandat. Puis j'étais comme, OK, après 11 ans, je voudrais grandir, je voudrais continuer d'évoluer. Et cette offre-là, cette proposition-là de Marie-Ève est arrivée exactement au bon moment. Donc, c'est ce qui fait que j'ai duré 3 ans de plus, que j'ai continué 3 ans de plus parce que là, j'ai pu explorer autre chose que j'avais pas encore eu la chance de faire à la radio. Puis tu nous parlais un peu de ce que Josée t'avait apporté. Marie-Ève, elle, qu'est-ce qu'elle a éveillé en toi? Bonne question. Marie-Ève m'a apporté mon côté féministe. Ça, c'est drôle. C'est elle qui m'a fait découvrir que j'étais féministe. On dirait que les femmes de ma génération, on a tellement grandi dans un monde d'hommes, tu sais, surtout dans ce domaine-là. C'est encore un boys club, absolument, pareil. Oui. Puis, tu sais, puis on dirait que moi, j'acceptais ça, je le savais. Puis j'osais pas trop, tu sais, encore mettre mon poing sur la table. Puis Marie-Ève m'a comme éveillé à des affaires que j'étais comme, ouais, t'as bien raison. Mais voyons, comment ça que j'ai toléré ça? Comment ça que j'ai enduré ça? Donc, elle a éveillé ça en moi. Puis ça a été aussi, puis c'est encore quelqu'un que j'aime beaucoup et une amie qui est venue réparer des affaires aussi. Tu sais, je parlais de ma relation avec les femmes qui a été difficile. Puis elle et moi, c'est comme si on s'est trouvés au bon moment. Puis je pense qu'elle aussi, elle a le même genre de passé que moi. Elle aussi, c'était tough avec les filles. Fait qu'elle et moi, c'est comme si on était comme, oh yeah, elle veut être mon amie. Comme des enfants. Tu sais, il y avait vraiment quelque chose d'enfantin. Puis un sens de l'humour semblable. On rit des mêmes affaires. Encore récemment, il y a quelques mois, on est allés souper ensemble, puis je me suis rendu compte à quel point c'était intact, cette affaire-là. T'sais, on est 2 filles de région, 2 filles qui avaient des grands rêves, 2 filles qui... c'est ça, le même genre de passé. Puis ça a vraiment cliqué, puis ça a donné quelque chose de fort. C'est beau, ça. Ben, elle devait être soulagée que tu acceptes parce qu'elle nous avait dit que quand elle t'avait appelé, elle shakeait un peu, puis c'est comme si elle demandait à quelqu'un de sortir avec. Là. Elle était vraiment... Mais elle me fait rire parce qu'elle dit, moi, je sors d'une autre vie, on est un couple. Ah! Elle me fait rire. Parce que c'est vrai qu'elle et moi, ça a cliqué fort, vite, tu sais, puis on s'est aimés fort, 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 puis c'était particulier parce que ça se passait en ondes. Fait que les auditeurs et les auditrices étaient comme témoins de cette nouvelle amitié-là qui naissait. Fait que, je comprends, puis elle me l'avait déjà dit aussi qu'elle avait joué rouge quand elle m'avait appelé. Ça me fait rire. Stressée. Comme une gamine. 2022 maintenant, José Godet a annoncé son départ de Ça finit bien la semaine. Et presque en même temps, tu as annoncé ton départ de la radio. Donc, si on peut te demander de prendre le magazine numéro 7 et nous lire ce que tu avais à dire à ce sujet-là. Oui. Je me souviens pas que je vous ai dit. Après 9 ans de co-animation, José a décidé de quitter Ça finit bien la semaine. Lorsque je lui ai parlé de ma décision de quitter la radio, il était lui aussi en questionnement sur son avenir. Nous avons été tous les deux étonnés de constater que nous étions dans le même processus de réflexion. J'ai accueilli et compris sa décision car en parallèle, j'avais vécu le même cheminement en ce qui concerne la radio. Actuellement, nous sommes en processus pour trouver mon nouveau partenaire. On était dans les auditions. C'est drôle. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'à ce moment-là, vous en étiez à la même place personnellement, professionnellement et que vos décisions ont été différentes. Donc, lui, c'est la télé qui a quitté. Et toi, c'est la radio. Pourquoi tu as préféré garder la radio? Mais là, tu nous l'as dit un peu, tu trouvais que tu avais peut-être... Oui, c'est ça. Tu sais, c'était quand même 14 ans de quotidienne. Donc, c'est beaucoup d'engagement, faire une quotidienne. Puis à un moment donné, c'est que tu utilises tout ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, tu l'utilises comme sujet à la radio. Tu regardes une bonne série, tu dis « Ah, parfait, j'en parle à la radio. Il est arrivé quelque chose dans le trafic, j'en parle à la radio. » On dirait que j'étais tannée de ça. On dirait que c'était comme si mon petit citron, et j'avais tout enlevé le jus, là, il était sec. Là. Puis c'était comme j'ai besoin d'aller vivre d'autres choses sans tout raconter à la radio. Donc, pour moi, c'était un choix évident que de poursuivre Ça finit bien la semaine parce que mon plaisir était encore intact. Puis je sentais que j'avais encore des choses à apprendre puis à continuer d'évoluer comme animatrice à Ça finit bien. Mais comme je disais dans l'article, quand lui me dit, ben moi, je veux quitter, ça finit bien, fait qu'on se rendait compte qu'on était en réflexion, mais qu'on prenait pas du tout le même chemin. Ça m'a ébranlé parce que, moi, déjà, c'était un gros move de quitter Rythme FM. C'était ma job la plus stable en 14 ans. Et c'était un gros plongeon dans le vide. Puis là, je perdais en plus mon partenaire. Donc, je me disais, ah, Seigneur, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Ben oui, puis est-ce que c'est la fin de Ça finit bien la semaine? Je vais être capable de trouver quelqu'un avec qui ça clique autant? Fait qu'il y a eu beaucoup de questionnements, mais mon intuition est très forte. Puis ça me disait quand même que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Fait que j'ai écouté cette petite voix-là. Cette pause-là de la radio, remonte à quelques années. Est-ce que tu serais ouverte à y retourner? Est-ce que c'est un médium pour lequel tu as encore de l'affection? C'est un médium que j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup le micro. J'aime vraiment le travail d'artisan de radio. J'aime travailler avec les producteurs. J'aime travailler. J'aime tout ça.
Oui, je garde la porte ouverte. Je le sais pas. Je m'ennuie pas encore, par exemple. C'est vraiment, là, je me rends compte que j'avais donné beaucoup, 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 puis que ça me prenait du temps à me remplir le citron autrement. Fait que je me rends compte que j'ai pas fini cette pause-là, mais je pourrais pas dire je n'en ferai plus jamais parce que j'aime profondément le métier. C'est des trucs qui entouraient le métier que j'étais un peu tannée. C'était plus ça. Puis Josée, son départ, est-ce que ça te fait remettre en cause? Aurais-tu pu, à la place, décider de quitter Ça finit bien la semaine? Ou non, pas à ce point-là? Non, même si c'était un vrai deuil. Là, on a pleuré là, pendant toute une fin de semaine. Là, c'était la grosse affaire. Mais non, moi, je voulais continuer. Je te dis, je sentais que j'avais pas fini mon mandat puis que j'avais autre chose à faire et à offrir à l'émission. Mais là, c'était vertigineux parce que, justement, le gros processus d'audition, je pense qu'on a passé 3 jours en audition avec plein de bons candidats. Là. Mais là, c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Ouais, quelle dynamique on veut oui, avoir. c'est-tu un humoriste? C'est-tu quelqu'un de plus sérieux? Fait qu'on a tout essayé ça pour finalement avoir un coup de foudre pour Jean-Michel. Bien, justement, tu nous amènes... Je suis en train de te spoiler, là, pas encore? du tout, mais tu m'amènes sur ma prochaine... où on s'en allait, en fait, dans cette même entrevue. Donc, à la fin de... Ah, ben, t'as rien à nous relire, mais je veux dire, dans cette même entrevue, ce que tu nous viens de nous lire à la fin, tu mentionnais un peu que vous étiez en période d'audition. Donc, à Sucré-Salé, ça s'est fait, la grande annonce. Où vous avez annoncé l'arrivée de Jean-Michel Anctil. Et dans cette entrevue-là, Jean-Michel a dit que tu avais eu ton mot à dire dans le processus pour le remplaçant de Josée. Qu'est-ce qui fait que Jean-Michel s'est démarqué? C'était une évidence. Ouais. C'était vraiment une évidence. De un, il est arrivé, il était très bien préparé, puis on s'est mis à rire. Tu sais, on a déjà travaillé ensemble, je l'ai raconté, mais il y a 20 quelques années, on avait travaillé ensemble à la radio pendant un été, puis j'avais gardé de très bons souvenirs de ça, si bien qu'à chaque fois qu'on se recroisait, c'était le fun. Tu sais, j'étais contente de le voir. Mais bon, on n'était pas des amis proches pour autant. Fait que quand il est arrivé en audition, bien, tout de suite, on s'est mis à rire, puis il a des bons yeux, Jean-Michel. Je sais pas, quand il rit, là, il a vraiment des bons yeux, puis... Tu sais, évidemment, c'est un humoriste. Fait qu'il aime ça faire rire, il aime ça déconner. Ça a été comme l'étincelle. Tu sais, en le regardant, après, on regardait toutes les auditions, puis c'était comme clair que c'était lui, mon nouveau partenaire. C'était vraiment une évidence, puis ça s'est pas démenti. Fait que je me trouve bien chanceuse d'avoir trouvé un autre partenaire aussi gentil, puis avec qui ça clique autant. Et ça perdure depuis quelques années, donc déjà. 4 saisons déjà. C'est fou, et c'est en ondes en ce moment. Ben oui, on poursuit, tout à fait. 2023, ta série documentaire Imparfaite, donc, dont on a mentionné, dont on a parlé un peu plus tôt, c'est la sortie en 2023 et c'est inspiré de ton blog dont on parlait tout à l'heure et de ton livre aussi, Être bien, qui est sorti en 2022. Comment cette série-là, bon, tu disais que tu étais aussi animatrice, mais productrice au contenu. Est-ce que c'est ton idée? Quelqu'un t'a approché? Comment ça s'est matérialisé? Ça a commencé par le livre. T'as raison, le blog. Ensuite, j'ai décidé, je vais en faire un livre. Je sentais une profonde mission intérieure de parler d'hygiène mentale, de thérapie, de santé mentale, parce que, évidemment, j'ai donné là-dedans, puis mon frère a fait une dépression. Il y a eu plein de gens autour de moi, puis j'étais comme, encore une fois, comment ça, c'est tabou? Comment ça qu'on n'en parle pas plus? Il me semble que je connais plein de gens qui sont passés par là, puis qui prennent des antidépresseurs, puis qui n'ont pas accès à la thérapie. Il y avait quelque chose qui me fâchait là-dedans, puis je me sentais comme impuissante. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je pousse ça plus loin. Donc, c'est pour ça que le livre est arrivé. Et ensuite, c'est quelqu'un qui m'a approché pour faire, « Hey, on devrait faire une série télé avec ça. » Et là, je me suis mis à réfléchir comment on pourrait le faire intelligemment. Et c'est là qu'on a développé le concept d'imparfaite, parce que je me disais, tu sais, je suis pas une psychologue, de quel droit je peux parler de ça, mais c'est vrai que si je pars de mon expérience, ben oui, c'est ça que j'ai vécu, fait que j'ai pas besoin d'avoir de diplôme en psychologie pour ça. Tu prodigues pas de conseils quelconques. Je donne pas de diagnostic, mais je m'entoure, par exemple. Puis c'est ça, les artistes ont accepté d'embarquer. Ça, c'était déjà ma première surprise parce que c'est la première fois que je pognais le téléphone justement pour les appeler personnellement, les inviter sur le plateau, puis tout le monde a dit oui, à part une personne, juste parce que le sujet, c'était trop intime pour cette personne-là. Je comprenais totalement. Donc là, déjà, j'étais comme, ah, wow, les gens répondent bien, puis ils ont aucune idée de ce que je veux faire, là. Fait que je l'ai pris vraiment comme un gage de confiance. Puis envers toi, oui. Oui, puis j'étais flattée de ça. Puis je voulais bien faire les choses, encore une fois. Donc, c'est là que ça a commencé, ça a émergé.
Puis rapidement, les thématiques se sont imposées. Le premier épisode, c'était la dépression. Pour moi, c'est le point de départ de ma vie adulte. C'est le point de départ de la vie d'adulte de plein de gens, je pense. C'est là qu'on apprend à se reconstruire sur des vraies bases et non pas sur ce que la société nous a imposé toute notre vie. Fait que voilà, ça a commencé comme ça. Puis c'est la première fois que j'étais donc productrice au contenu. Et ça, j'ai bien aimé ça. Je me suis rendu compte, là, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Puis je veux plus être juste la petite animatrice à qui on dit quoi faire. Tu sais, là, je veux amener mon expérience aussi sur la table. Avoir mon mot à dire. Oh oui. Oh, Est-ce qu'il y a eu un... Comment dire? C'est pas le même style d'animation que tu faisais auparavant. Est-ce qu'il y a eu un peu sans dire, de stress par rapport à ça? Ouais. Oh oui, vertige. Vertige, c'est le bon mot parce que on voulait pas, avec la réalisatrice Maude Étier-Boutet, qui est extraordinaire, elle voulait pas que je sois l'animatrice. Elle dit, tu sais, tu peux pas commencer à animer comme ça finit bien la semaine. On est dans le vrai, on est dans le cœur. Puis je comprenais très bien ce qu'elle voulait dire. Mais en même temps, c'est comme de désapprendre tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Fait que là, je pouvais pas me faire de plan d'entrevue. Ça, je trouvais ça particulier. Surtout avec ce que tu nous as dit sur ta personnalité, c'est plus... c'est plus difficile. C'est pas mon instinct premier, tu sais. Mais fait que là, c'était de faire une vraie discussion. Parce que, tu sais, quand tu jases avec quelqu'un dans la rue, là, c'est pas vrai que tu t'es préparé une recherche puis que tu sais toutes les prochaines questions que tu vas lui poser. Donc, comme dans la vie, on jasait. On jasait de ces thématiques-là. Puis, encore là, j'écoutais plus mon cœur, j'écoutais plus mon intuition. Puis, ça me fait un bien fou parce que je me rendais compte, quand t'es là, quand t'es dans cette zone-là, ben l'autre aussi va ouvrir son cœur. Tu sais, ça a l'air cliché, mais c'est ça. Tu sais, je pense à une Geneviève Brouillette. On a parlé de non-maternité. Oui. Puis Geneviève, tu sais, ça fait des années, elle aussi, qu'elle a fait la paix avec ça, puis tout ça, mais elle s'est mise à pleurer, puis je la connais pas, là, tu sais, je veux dire, je la connaissais vraiment pas. Je pensais jamais qu'on irait aussi deep, là, tu sais, qu'on irait aussi profond. Puis je pense que c'est par cette approche-là qu'on a réussi, finalement, à vraiment connecter avec les invités, là. Puis toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cette série-là? Plein de choses. Une belle confiance en moi, parce que c'était le premier projet télé que j'étais là de A à Z, là, puis qui partait de moi. Fait que ça m'a vraiment donné confiance pour la suite. Je me suis rendu compte que j'ai un petit côté leader que je veux mettre de l'avant en vieillissant, que je veux, moi, maintenant, participer aux discussions. Puis humainement, ça m'a fait vivre un paquet d'émotions. Tu sais, le cercle du pardon, je l'ai fait pour vrai. J'ai braillé ma vie, là. C'était vraiment puissant. Fait que ça m'a juste montré que c'est une voie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'humain. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Puis, tu sais, même à Ça finit bien la semaine, mon plaisir, c'est d'avoir l'être humain devant moi puis de découvrir c'est qui. Fait que cette branche-là, c'est sûr que j'ai pas fini de l'exploiter. J'ai envie encore de ça. J'ai envie de sens, puis j'ai envie de profondeur. Puis ça, je pense que ça me venait justement de mes 14 ans de radio, que tu es toujours dans le bonheur. Tu sais, c'est ça ton mandat, puis c'est correct. Mais là, j'avais envie de vrai. Puis on était curieux de savoir si saison 2 il y a ou pas. Quel sujet t'aimerais aborder? C'est quoi tes autres sujets que t'aimerais, auxquels t'aimerais t'attaquer? Il y a tellement de choses encore. Moi, j'aimerais exploiter plus les différentes formes de thérapie parce que je trouve que en ce moment, il y a un manque. Là, il y a plein de gens qui cherchent, puis il y a très peu de thérapeutes, mais il y a plein de formes de thérapie. Autant de formes que d'êtres humains, tu sais, tant qu'à moi. Fait que oui, ça peut fonctionner très bien avec le rationnel, avec une psychologie pure et dure, mais il y a d'autres approches. Il y a entre autres un truc qui s'appelle la constellation familiale que je n'ai pas essayé encore. Connais-tu ça? C'est drôle que tu me dises ça au bureau. C'est en bon français le Talk of the Town. Là. Il y a 2-3 personnes qui l'ont fait. Oui, oui. Moi aussi, je connais plein de gens qui l'ont fait. Ça me tente d'amener ça à l'écran. Je veux l'essayer, en fait, le vivre devant les caméras pour montrer c'est quoi exactement, probablement avec un artiste invité. Mais là, c'est sûr que si saison 2 il y a, ce ne sera pas mes bobos à moi. Là, on a fait le tour, là, ça va être correct. Il n'y a plus, là. C'est correct. Ouais. On va lâcher ça. Mais là, ça serait plus de mettre le focus sur l'invité vraiment et lui faire vivre une expérience. Fait que je te dirais que je mijote ça vraiment fort en ce moment à gros bouillon. On va voir ce que ça va donner. Ça serait la suite d'Imparfaite ou vraiment autre chose complètement? Non, ça serait encore Imparfaite, mais juste exploiter d'autres thématiques. Ça serait vraiment ça. Ouais. OK. À suivre. À suivre. On a fait le tour des archives. Donc maintenant, si on se transporte dans le moment présent, oui. avant de se quitter, on voulait parler de tes projets actuels. T'es porte-parole de Tel Aide Montréal. On voulait savoir pourquoi tu avais choisi de t'impliquer dans cette cause-là. C'était comme, mon Dieu, c'était une évidence. Eux autres aussi, quand ils m'ont téléphoné, on prône les mêmes choses, on a les mêmes valeurs de nommer les trucs quand ça va pas bien. Ça découle un peu, c'est le fil conducteur, visiblement. De ma vie. Ouais. Vraiment, je te dis, il y a comme une mission là-dedans de parler
encore d'hygiène mentale, puis de donner des ressources. Tu sais, ça, c'en est une ressource, c'était l'Aide Montréal. Quand ça va pas bien, tu peux appeler là, 24 heures sur 24, il y a quelqu'un qui va t'écouter. Puis j'aimais aussi l'écoute, parce que moi, je pensais que j'étais quelqu'un qui écoutait bien, de par mon métier. Puis je me rends compte, pas tant finalement, parce que, mettons, une bonne amie va se confier à moi. Moi, je tombe tout de suite en mode solution, tu sais, parce que je veux pas qu'elle souffre. Ouais. Mais c'est pas ça. Écouter, c'est vraiment juste d'accueillir l'autre. Oui, aussi, des fois, c'est de demander est-ce que tu veux que je t'écoute ou est-ce que tu veux que je te donne mon my two cents? Exactement. Fait que là, maintenant, je fais plus ça. Mais tu vois, ça, c'était l'Aide Montréal qui m'a apporté ça. Fait que, c'est une cause qui me tient bien gros à cœur. Puis tu as aussi récemment, tout récemment, lancé une collection de vêtements avec Marie-Claire, oui. Marie-Claire. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que tu avais déjà collaboré avec une compagnie Jamais, de vêtements? Pas pour des vêtements, jamais. C'était sur ma bucket list, ça aussi. T'en coches des affaires. J'en ai des affaires, mais il m'en reste encore, c'est bon, j'ai encore une bonne liste. Oui, ça, c'était là, j'avais ce petit désir-là secret de un jour avoir une collection de vêtements parce que j'aime la mode. Puis j'en voyais d'autres qui le faisaient, puis j'étais comme, elles sont chanceuses, j'aimerais ça, moi aussi, ça doit l'air le fun. Et Marie-Claire, c'est arrivé comme une proposition l'année dernière en disant, ça te tente-tu d'embarquer là-dedans? Puis j'ai dit oui, parce que aussi, quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit, moi, je veux créer davantage. Je veux que la cinquantaine soit une décennie de création. J'ai envie d'essayer plein d'affaires que j'ai pas fait encore. Il y a eu les bijoux. Il y a eu les bijoux, ça concordait. Dre, exactement. On a fait 2 collections. Puis là, quand ça est arrivé, je dis, ça en est de la création. Ça aussi, j'ai jamais fait ça. Je sais pas comment on fait ça, une collection de vêtements. Donc, j'ai travaillé de pair avec les designers. J'arrivais avec mes petites images, bien naïvement. Comme tous les projets que j'ai faits. J'arrive toujours naïvement, puis j'apprends, puis c'est le fun. Et le but, c'était de comprendre qu'est-ce que j'avais en tête, qu'est-ce que je voulais faire exactement. Puis je voulais que ça soit confortable. Je l'ai dit plein de fois, là, mais moi, le dicton « souffrir pour être belle », plus capable de ça. On peut toujours être bien puis être belle. Il y a manière de faire les deux. Là. Oui, exact. Fait que c'était ça vraiment la ligne directrice de cette collection-là. Puis j'ai eu un plaisir fou. Puis en ce moment, je te dirais qu'on commence déjà à penser au printemps. Fait que c'est très, très le fun. Puis si c'est pas indiscret, on parlait de ta bucket list. Tu disais qu'il te restait d'autres choses parce qu'on disait que tu en avais coché quand même quelques-uns. C'est quoi qui reste sur ta bucket list? Bien, il reste des trucs comme des voyages. Il reste des trucs plus perso. Plus personnels. Oui, parce que j'ai fait bien des affaires professionnellement. Mais oui, retourner en studio, faire une toune, c'est encore là-dessus. Tu sais, ça, il faut que je le fasse à un moment donné. Faire de la scène. J'ai touché à ça avec Jean-Michel Anctil. Il y a 2 ans, on a fait le Comédia à Québec. Oui. J'étais allée le roaster. J'ai tellement aimé ça, là. J'ai aimé ça, j'ai eu du fun, puis je me suis comme découvert un côté que je soupçonnais pas. J'étais confortable sur la scène. Je pensais que j'allais être terrorisée. J'étais pas stressée pantoute. J'avais juste du fun comme un enfant. Ouais. Fait que je me sens qu'il y a quelque chose à aller chercher là. Puis en faisant de l'humour, tu t'animais pas. Tu t'animais un peu, mais c'était plus en mode puis les gens s'attendaient pas à ça. Là. Fait que moi, je trouvais ça très, très le fun. Ouais. Fait que tu vois, il y a quelque chose là. Puis sinon, c'est ça, c'est plus des petites affaires. Encore développer ma créativité, que ça pourrait être un cours de céramique. Ça fait des années que je le dis, m'a faire un moment donné de la poterie, de la céramique, je sais pas quoi. Il faut que je me mette les mains là-dedans. Les mains, oui. Oui, fait que ça viendra aussi. Là. Donc, il y a la collaboration avec Marie-Claire, la collection de vêtements. Ça finit bien la semaine. On disait qu'il est encore en ondes en ce moment. 13e année déjà. C'est fou. Puis on a encore du fun. Le plaisir. Moi, j'ai besoin que le plaisir soit à la base de tous mes projets. Et j'en ai encore beaucoup avec Jean-Michel, avec toute l'équipe. T'sais, on est une équipe tissée serrée. Là, ça fait des années qu'on roule toute la gang ensemble. Puis on se retrouve, puis c'est comme, on le sait que ça va être une belle journée. T'sais. On est vraiment contents comme des enfants qui retrouveraient leurs amis. Là. C'est vraiment la même affaire. T'es content d'aller travailler. C'est quand même un beau cadeau. Un beau cadeau. Ouais. Donc, ça, c'est le vendredi soir à TVA. Merci, Julie. Merci tellement à vous autres. C'était super le fun. Écoute, on pourra te laisser feuilleter toutes ces photos-là que tu n'avais pas vues depuis un moment. Depuis très longtemps. Mais merci pour cette bio, vraiment. Plein de choses que j'avais oubliées là-dedans. Merci. Mais rien dont tu as trop honte. Non, ça va. Vous m'avez pas sorti des looks lettres de tapis rouge. Non, tu es toujours flawless. Non, il y en a eu, je te le confirme. Merci, Julie. Merci à toi. Prochain numéro est une production de Cube Studio. À l'animation, Vanessa Hébert. Conception et production au contenu, Simone Fortin-Bélanger. À la recherche, Nancy Gagné. Montage additionnel et habillage sonore, Frédéric Poirier. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.